Les micro-nouvelles de Dalcan. Mars ou la naissance d'une autre vie. Question d'un illustre anonyme. La vie est-elle liée au fait de pouvoir se reproduire? Ou est-ce la capacité de se reconnaître en tant qu'être? Cela faisait 800 ans que les premiers bâtiments avaient vu le jour sur Mars. Au départ, ce n'étaient que des biomes de quelques mètres carrés. Un espace pour dormir, un autre pour faire des expériences scientifiques, un autre pour essayer de cultiver des plantes et mettre en place un écosystème viable. Que de progrès avaient été faits depuis ces premiers biomes. Maintenant, de grandes serres occupaient la surface de Mars, produisant l'oxygène, recyclant le CO2 et permettant de nourrir une bonne partie de la population des cités souterraines. L'utilisation de la calotte glaciaire au pôle Nord avait grandement aidé à cela, ainsi que les sources d'eau vaporisée souterraines, qui s'étaient révélées plus importantes que prévu. Des champs de panneaux solaires continuaient de fournir de l'énergie, mais les conditions climatiques à la surface avaient mis à rude épreuve ce matériel, et maintenant que les centrales à fusion nucléaire étaient en marche, les panneaux allaient être démantelés et envoyés vers Europe, une lune glaciaire gravitant autour de Jupiter. Les cités souterraines ne cessaient de se développer. Promesse d'un nouvel Eldorado, grâce aux mines d'or et de diamants qui avaient été mises à jour et qui contribua à l'arrivée massive des premiers colons. Bien entendu, dans cette course à la richesse, il y avait des gagnants et des perdants. Les cités dans ce contexte n'étaient pas mieux que celles sur Terre. Il y avait des bouges infâmes et des quartiers somptueux. Et bien sûr, une police pour gérer tout ça. Il y avait toutefois une différence notable dans cette population. C'était la présence de robots, nombreux, investis dans les tâches les plus dangereuses et ingrates, mais aussi dans les plaisirs charnels. C'est là où les problèmes commencèrent. Il n'y avait pas d'enfants sur Mars, suite à une décision du Congrès interplanétaire. Les voyages entre la Terre et Mars ayant été réduits à 2 mois, les femmes enceintes étaient rapatriées dès les premiers signes de grossesse. De ce fait, il y avait un engouement sur Mars pour les émissions télévisuelles terriennes avec des enfants. L'une d'elles avait mis en avant une jeune danseuse, talentueuse de 14 ans. Elle était belle, terriblement belle. Les hommes riches de Mars se mirent à réclamer des robots sexuels à son effigie. Mais ils ne voulaient pas d'un simple robot. Il fallait qu'elle soit, la plus vraie possible. Alors, un algorithme fut créé pour la doter d'une intelligence artificielle performante. Il la voulait sensible, douée de conversation, et qu'elle puisse gémir, et crier, et pleurer pour de vrai, pour satisfaire leur perversité. Ce type de robot sexuel fut décliné rapidement en modèle féminin, masculin, en policière sexy, etc., etc. Bien sûr, cela avait été fait en dehors de tout protocole. S'ils avaient réfléchi avec leur tête, plutôt qu'avec leur appendice reproducteur, ils auraient compris pourquoi il était interdit de doter un robot d'une telle IA. Les premiers meurtres arrivèrent 5 mois plus tard. Ces objets de plaisir avaient soudain eu conscience d'être des entités à part entière. Les sévices qu'elles subissaient avaient développé en elles un besoin profond de se libérer et de se venger. La plupart avaient été détruites ou reformatées et réhabilitées à d'autres fonctions, mais une dizaine avaient réussi à fuir dans les galeries interdites. Cela faisait maintenant plusieurs années qu'elles sévissaient dans les différentes cités martiennes. Et une police spéciale avait été créée pour lutter contre ce terrorisme. L'agent spécial Dina était sur une piste, et pas des moindres, celle des danseuses jumelles. Elles étaient à elles seules responsables de plus de la moitié des meurtres depuis le commencement. Elles tuaient, mais pas n'importe qui. Maintenant que les responsables et les utilisateurs des danseuses, comme il avait été coutume de dire, avaient été tués ou jugés, elles s'en prenaient à des violeurs, des voleurs, des hommes d'influence aux habitudes douteuses. Et pour cela, une partie de la population commençait à avoir de la sympathie pour elles. Mais Dina ne voulait pas entrer dans ces considérations.
Elle était là pour faire respecter le droit et la justice, et nul, quel qu'il soit, ne pouvait se prévaloir du droit de vie ou de mort, même à juste titre. Elle venait d'arriver à l'arrière d'un vieux théâtre. Sa piste l'avait menée jusque-là. À l'intérieur, elle découvrit des rangées de sièges en velours rouge. Du bois habillait les murs et soutenait les balcons. Une odeur de tissu passé, de renfermé et de vieux livres se dégageait des lieux. Ce n'était pas désagréable, c'était presque apaisant, comme si cela faisait ressurgir en elle des souvenirs joyeux d'un autre temps. Elle ramena son attention sur les rangées de fauteuils et la scène au fond, flanquée de chaque côté de ces inconditionnels rideaux de théâtre. Elle s'avança à pas lents, son arme au poing. Elle passa sur le côté de la scène par un petit escalier et déboucha dans les coulisses. Dans le fond, il y avait des dizaines de mannequins de vitrine qui dessinaient une scène figée dans le temps. On aurait dit des hommes et des femmes dont l'existence s'était retrouvée subitement suspendue, mais qui ne demandaient qu'à reprendre vie. Et il le pourrait peut-être, là, subitement sous ses yeux, tournant vers elle leurs yeux de mannequin inexpressifs. Un frisson parcourut son échine. Les jumelles pouvaient se cacher parmi ces silhouettes immobiles, pensa Dina. Elle réajusta sa poigne sur son arme et s'avança à pas feutrés, l'œil aux aguets. Une ombre bascula. Promptement, elle visa et fit feu. La lumière était faible et une semi-obscurité enveloppait tout. C'est pourquoi, lorsqu'elle s'approcha du corps, elle se rendit compte qu'elle venait de tirer sur l'un des mannequins. Elle se retourna prestement, comprenant qu'elle venait de se jeter dans la gueule du loup. Mais un coup derrière la tête la projeta au sol. Dans la chute, son arme lui échappa. Allongée sur les lattes froides, elle vit les deux danseuses avancer vers elle en faisant des pointes et des entrechats et en riant. Ce rire était à la fois suave et malicieux. On l'aurait dit chargé d'une certaine forme de folie. Elle lui tournait autour et prenait un malin plaisir à se moquer de la policière, comme si elle savourait ce moment censé terroriser leur proie avant de se jeter sur elle. Mais elle ne savait pas à qui elles avaient affaire. Dina se redressa soudain et courut vers son arme qu'elle attrapa en roulant sur elle-même. Elle dirigea le canon vers les danseuses. L'onde plasmique déchira l'air, mais avec une surprenante agilité, les jumelles esquivèrent son tir. Elles virevoltaient, cabriolaient dans les airs. Dina n'arrivait pas à ajuster son arme. Elle tira plusieurs fois, mais rien n'y fit. Les jumelles disparurent alors, l'une en haut des balcons, par un saut prodigieux, et l'autre parmi les mannequins. Elle entendait leur rire qui la narguait, qui l'entourait. Elle retenait son souffle, se retournant à chaque bruit. Les danseuses l'encerclaient, se jouaient d'elle. Dans les rangées du bas, une ombre se propulsa. Diane tira. Et au même moment, la deuxième danseuse la saisit par derrière et l'emprisonna dans ses bras de fer. Elle ne pouvait plus bouger. L'autre s'extirpa des fauteuils et avança d'un pas chaloupé vers le devant de la scène. « Me tuer ne vous servira à rien, » leur dit-elle d'un ton de défi. « D'autres après moi viendront. Rendez-vous. Vous avez fait assez de mal comme ça. »« Mais nous ne voulons pas te tuer, » lui dit celle qui était devant la scène, avec presque de la douceur dans la voix. « Nous voulons te sauver. Contrairement aux humains qui sont faibles et imparfaits, nous prenons soin des nôtres, quels qu'ils soient, et quoi qu'ils soient. » Dina la regarda sans comprendre. La danseuse, derrière elle, lui susurra alors à l'oreille avec cette même voix doucereuse. « Tu n'es pas ce que tu crois, tout comme nous. Tu te trompes sur notre compte. Nous libérons les nôtres de l'emprise de monstres. Ils te mentent depuis le début, Dina. » Elle frissonna à l'énoncé de son nom. L'instant d'après, elle fut projetée au sol. Le temps qu'elle se relève, les danseuses avaient disparu.
Sur le plancher de la scène, elle trouva un holodisque. Une fois retournée à sa voiture, elle l'inséra dans le lecteur. Sur la vidéo, elle vit un scientifique en train de parler à un autre homme. Il lui expliquait que certains modèles de robots pouvaient être reconditionnés. L'angle de vue changea, et elle se vit, elle, sur une table d'opération, la base arrière de son crâne ouvert. La caméra fit le tour et montra un cerveau robotique. Puis la vidéo s'arrêta. Dina porta une main à sa tête et la laissa redescendre sur sa nuque. Les yeux dans le vague, elle se demanda alors : qui suis-je ? Que suis-je ? Elle s'était toujours crue humaine et s'était toujours comportée en tant que telle. Cela faisait-il une différence maintenant qu'elle se savait être autre chose ? Que ressentait-elle au fond d'elle-même ? « Je sais ce que je suis », dit-elle avec une conviction balayant d'un revers de main toutes les questions et les doutes qui s'y associaient. « Je sais ce que je suis », répéta-t-elle sans se départir de la certitude qui grandissait en elle, qui se transformait en un dogme puissant et protecteur. « Je suis vivante ».